confinement change nos habitudes, c'est une évidence. Même si aujourd'hui c'est à l'extérieur que je vous reçois, la question que je voudrais traiter est celle-ci. Change-t-il aussi nos habitudes de prise de parole et partant un certain nombre de nos habitudes de management? Bonjour, je suis Didier Chambaretto. J'accompagne et je prépare la prise de parole de divers intervenants au moment décisif. Je voudrais d'abord vous parler de quelques vécus pour en tirer peut-être une leçon sur ce sujet particulier qui est la prise de parole, divers types de réunions et puis la négociation. J'aimerais faire d'abord un petit préalable en faisant un rappel d'au moins 40 ans sur une lecture que j'avais à l'époque, très fan de science-fiction. Et j'aimais beaucoup cet auteur, Isaac Asimov, un russe d'origine, naturalisé américain, scientifique, qui a laissé d'ailleurs, dans un film connu, les fameuses 3 lois de la robotique. Vous avez peut-être vu ce film, mais à l'époque, j'avais surtout lu ses livres, notamment toute la série sur les robots. Dans un des romans, plus particulièrement, qui s'appelait Face au feu du soleil, le héros, détective agoraphobe, qui s'appelait Elijah Bailey, agoraphobe parce que, ayant été trop longtemps confiné, aucun rapport avec nous bien sûr, il enquêtait sur des malfrats robots. Et pour ce faire, il se retrouvait sur une planète, Solara, où les habitants, peu nombreux, étaient complètement entourés de robots et avaient développé une véritable phobie pour les microbes. La misophobie, vous savez, c'est cette espèce de phobie dont est atteint Trump. Aucun rapport, bien sûr, avec la situation que nous vivons, bien entendu. Mais ça faisait que les humains, dans ce monde imaginaire, n'avaient plus aucun contact avec leurs congénères qu'à travers des robots, ou alors à travers des écrans. Ce qui faisait que finalement, ils n'avaient pas de contact du tout. Alors, cette élucubration de science-fiction, finalement, redevient-elle actuelle? Ne sommes-nous pas en train de créer un monde de robots et un monde d'écrans qui font que nous n'aurons plus aucun contact entre nous? C'est dans ce contexte particulier que se pose donc la question de nos changements d'habitude. Comment allons-nous nous réunir? Alors j'ai eu plusieurs expériences ce dernier mois. La première d'entre elles, il s'agissait d'une réunion avec une seule personne, donc un face-à-face pour un coaching. Très simple. Pour moi, rien de nouveau, puisque c'est ainsi que je pratique dans 80% des cas avec, par exemple, nos intervenants TEDx. Souvent avec Skype ou avec Zoom. Ça a bien fonctionné à 90%. Au fond, j'obtiens à travers la caméra et à travers le micro à peu près le même résultat qu'en face à face. Tout juste faut-il que de temps en temps, je demande à mon interlocuteur de se reculer, prendre un peu de champ pour que je puisse le voir faire des gestes ou des déplacements. Ça fonctionne très bien. Donc, rien de nouveau pour cela. Autre réunion également. Une réunion à plusieurs. Alors j'étais l'un des participants, il y avait d'autres intervenants comme moi participants, avec un des instituts, une des écoles avec lesquelles je travaille, comme intervenant, comme prof, en salle. Bon, là encore, extrêmement pratique. Quelques fonctionnalités supplémentaires en tant qu'utilisateur de la séance, en tant qu'animateur de la séance, mais rien d'extraordinaire. Donc, autant se dire qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau à signaler. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien parce qu'il y a eu une 3e réunion. Là, on peut vraiment parler de télétravail. Déjà dans les 2 cas précédents, mais dans cette 3e réunion, il s'agissait d'un groupe de pairs, comme moi, intervenant, consultant, qui réfléchissaient ensemble à des actions prospectives. Bien. La réunion avait été normalement préparée, et chacun des intervenants savait parfaitement ce qu'était un tour de table de début de séance.
Pourtant, cette réunion m'a laissé comme un goût d'inachevé. J'ai eu l'impression qu'elle n'avait pas été préparée suffisamment, en tout cas pas par rapport à l'objectif. Et il m'a semblé que la complexité des sujets, la diversité des profils ou des projets possibles, ainsi que la nécessaire créativité sous forme de plus ou moins brainstorming, faisait que cette réunion avait eu du mal à produire des effets quelconques, en tout cas de mon point de vue. Et je me suis dit qu'après tout, là, quelque chose était peut-être en train de changer parce que, au fond, s'il existe de la réunionite, il pourrait bien exister aussi du lit réunionite. Ma conclusion est donc que dans ce type de réunion-là, comme ça avait été le cas pour les deux autres que je vous ai indiqués, eh bien, il aurait été utile de probablement mieux les préparer. Alors, il existe aujourd'hui des outils qui permettent de le faire, donc préparer, accompagner, inviter les bonnes personnes, les faire s'impliquer, les suivre, etc. Et ce genre d'outils aujourd'hui disponibles aussi bien pour du face-à-face et devrait l'être également pour ce type de choses. Donc le bilan de cette première idée, de cette première expérience, plutôt positif, mais avec au fond les mêmes constats. Préparer. Et préparer, surtout quand il s'agit de choses assez intangibles, assez incertaines, où la motivation va être essentielle et où le calibrage des informations de départ va être très aléatoire. Des ordonnances avaient été passées en 2017, ordonnances dites Macron, déjà, pour encadrer le télétravail. Télétravail qui n'est pas une notion tout à fait récente. J'ai un peu l'impression que la nouvelle génération de managers télétravaille assez régulièrement. C'est déjà en place. Nous n'avons rien inventé avec le coronavirus. Peut-être est-ce que c'est un déclencheur qui est en train de développer la pratique, mais en tout cas cela existait déjà. Ça existait d'autant plus que le mot lui-même existe depuis que le Washington Post en 1970 avait créé le mot telework. Et ce sont les NTIC, à peu près dans les années 90, qui ont permis de développer cela. J'ai moi-même télétravaillé alors que j'étais en poste en entreprise, mais peut-être moins fréquemment que nous n'allons le faire dans l'avenir, d'où la question qui se pose. Sommes-nous en train de faire un changement quantique autour de modes de prise de parole, de réunion et même de management? Au fond, est-ce que nous allons toujours avoir besoin de nous rencontrer, de nous voir physiquement pour échanger une parole? Quand on y songe, toute l'histoire humaine, j'allais dire de la gouvernance humaine, ou même plus qu'humaine d'ailleurs, c'est très bien accommodé des changements technologiques, des évolutions qui permettaient à la parole de toucher plus de monde. Depuis que le premier chimpanzé, et sans doute les premiers hominidés, se sont avisés que de monter sur un tronc d'arbre, faire du raffut avec les branchages et parler fort ou crier fort, permettait d'attirer l'attention, dès ce moment-là, la prise de parole profitait d'une situation de booster. Et toute l'histoire, notamment de l'Antiquité, avec ses scènes, ses amphithéâtres, ses estrades, et même ses boucliers montés en pavois qui permettaient de faire acclamer le futur empereur romain, montre eh bien, que la parole a toujours eu besoin de porte-voix, au sens propre là. Et puis si on regarde l'histoire plus récente, 1840, le télégraphe, qui est, selon les historiens, un des outils technologiques qui ont permis de projeter la parole au loin et aux armées nordistes de largement dominer le conflit contre les sudistes. Et puis plus récemment, c'est 1921, les premières émissions de TSF à Paris, 1935, en 60 lignes, les premières émissions de télévision pour quelques abonnés locaux. Déjà, la voix et l'image pouvaient se projeter. Quant au téléphone que j'oubliais, eh bien les premières lignes interurbaines pour environ 10 000 abonnés en France ont été inaugurées en 1885 de manière opérationnelle. Donc là, téléphone, c'était véritablement la voix qui se projetait. Donc nous en avons, sinon sous forme d'un télétravail, une certaine expérience pour remplacer au fond la pauvre voix humaine et ses faiblesses. Même si Jean Jaurès n'avait pas besoin de micro pour monter à la tribune. Au fond, on peut se dire que c'en est fini de la prise de parole
en direct et en public. Le dernier élément que je voulais partager, de vécu personnel, a à voir avec cette intervention-ci, celle du ministre Jean-Michel Blanquer. On l'écoute. L'enseignement à distance ne peut jamais remplacer l'enseignement présentiel, mais aujourd'hui la France a réussi à entrer dans cet enseignement à distance d'une manière qui est d'ailleurs saluée sur le plan international. Nous sommes un des pays qui a réussi à le faire de la façon la plus homogène. Néanmoins, nous avons encore bien des défis à relever, notamment des défis d'égalité. Alors on remercie le ministre de sa brillante intervention. Je crois que le gouvernement a besoin de soutien en ce moment et on voit que là, la France se distingue. Je ne sais pas quelles sont les sources qui ont acclamé la réussite de l'enseignement français, ou plutôt du téléenseignement français, mais enfin on sent que c'est assez bienvenu dans la situation actuelle. Et donc, cette affaire de téléenseignement m'a concerné donc dans un premier temps, je vous le disais, puisqu'il fallait que je me forme à l'utilisation d'un logiciel que par chance je connaissais déjà, mais il m'a fallu également faire des cours. Et c'est donc ce dont je vais vous parler maintenant. Finalement, je suis assez content des cours que nous avons faits. J'en ai encore demain et nous verrons s'il se passe aussi bien. Ce que j'ai constaté pour ma part, c'est que toute la partie d'information calibrée, que j'avais préparée de la même manière que j'ai préparé mon cours, et que j'ai pu partager directement à l'écran au lieu de le projeter sous forme de transparent. Et oui, j'utilise des transparents, j'en utilise peu dans les TEDx, mais j'en utilise dans les cours. Finalement, venait à point nommé. Je pense que, ayant fait d'ailleurs moins de digressions que d'habitude, peut-être moins de mise en situation, je pense que j'en ai même dit plus que d'habitude. Voilà. Alors ce que je n'ai pas dit pourtant, et qui va me permettre de porter une appréciation un peu particulière, c'est que ce cours était un cours de prise de parole en public. Et que le paradoxe était que l'on me demandait de faire un cours de prise de parole en public sans public. Or, je me sers presque exclusivement de mon public pour essayer de développer, de prouver ou d'illustrer ce que je raconte. Et là, j'avoue que c'était beaucoup plus difficile, d'autant plus que bien que la fonctionnalité soit permise dans Zoom et dans d'autres logiciels, nos étudiants n'avaient pas voulu mettre leur vidéo, pour deux raisons. D'abord parce que certains ont des problèmes de bande passante, et que cela ralentit le flux de données, et que aussi certains voulaient que l'on respectât leur vie privée. Bon, ça se comprend très bien, mais du coup, je n'avais pas mes interlocuteurs en face de moi. Ce que j'ai d'habitude, ce qui me permet d'interagir avec eux. Or, l'un des points clés de cet enseignement de prise de parole, je reviendrai dessus sans doute dans des vidéos ultérieures, eh bien figurez-vous, c'est l'écoute avec le regard. Et oui, en public, on utilise son public, on se cale sur ses réactions et on adapte en fonction de son public. Or là, je n'avais aucun public. Et je retrouve un peu ce que je disais tout à l'heure sur la réunion complexe. Certes, les informations calibrées que j'avais à délivrer l'ont été, mais les informations beaucoup plus à la limite du radar, à la limite habituelle du radar, et l'une des choses que l'on travaille précisément, c'est d'essayer de les percevoir et de les intégrer au fur et à mesure, pour être réactif, pour être en conversation avec son public, eh bien, là ça manquait. De temps en temps, je posais des questions, j'attendais que certains répondent ou me répondent par le chat. Et l'on comprend pourquoi nos TEDx, tout comme nos comités de direction, ont plutôt intérêt à être réalisés en face à face. Vous savez que nos TEDx sont enregistrés devant un public et les vidéos sont diffusées, mais elles sont diffusées ultérieurement, c'est un second public. Le premier public est le public présent pour tout orateur TED. Dernier sujet, la négociation. Je vais m'appuyer sur des documents universitaires publiés par un certain Noam Ebner, chercheur américain qui contribue au programme On Negotiation et qui a développé une thématique autour de la négociation à distance. La négociation, c'est une forme de prise de parole, une forme de réunion un peu particulière, puisqu'elle est véritablement critique. Je vous dis, c'est la spécialité que je développe. Comment communiquer au moment critique. Donc la négociation nécessite un face-à-face. Il peut y avoir plusieurs personnes, ou simplement deux personnes en face-à-face. Première remarque que fait Ebner, et que je reprends à mon compte. Avez-vous remarqué
que sur votre écran, vous avez votre interlocuteur, ce qui est bien normal, comme je disais, avec les limites de cadrage, et puis une vignette avec vous-même. Ok. Les deux images se côtoient. Imaginez une jeune femme noire de petite taille qui correspond et qui négocie avec un vieil homme blanc colossal. 4 sujets de différence. Des différences qui, côte à côte, ont sauté aux yeux. Chacun des deux interlocuteurs va voir sa contrepartie et lui-même, et immédiatement voir les différences qui ne les opposent pas forcément, mais qui sont flagrantes. Or, la première chose que l'on souhaite faire dans une négociation dans laquelle tout oppose les parties, c'est justement d'essayer de trouver des points de convergence. Alors Ebner souligne l'importance, avant de démarrer par un ordre du jour, de commencer par faire une conversation devant la machine à café, qui permet de se mettre en relation. Comme je le disais tout à l'heure, les aspects vie privée et sécurité, liés au cadrage. Vous ne savez pas qui est à côté de votre interlocuteur et que vous ne voyez pas, hors du cadre. Vous ne savez pas s'il n'est pas en train d'enregistrer. Alors imaginez une médiation compliquée, une négociation très difficile dans ce contexte-là. Comment pouvez-vous imaginer négocier alors que ce que je viens de dire n'est pas assuré? Comment assurer la base de la négociation, à savoir la confiance? Autre particularité de la négociation à distance. Avez-vous remarqué qu'il est impossible de regarder votre interlocuteur dans les yeux? Eh oui, vous regardez l'écran et vous avez une petite caméra sur le côté, au-dessus ou en dessous, pas directement. Il serait peut-être techniquement possible de trouver un système qui permette de donner cette impression-là, mais à aucun moment en réalité, vous ne pouvez assurer ce contact visuel, direct, et qui contribue à la création d'une certaine confiance, au moins à certains moments. Il me semble que là, comme c'était le cas tout à l'heure pour la réunion un peu de brainstorming, là, la réunion qui nécessite une grande confiance, une grande transparence, un gros effort de chacun des participants, est mise à mal par les conditions de la réunion à distance. Et donc je ne crois pas, en l'état actuel des choses, que certaines réunions se tiendront de cette façon. Actuellement, il semble qu'il soit difficile de repérer, alors sinon certains gestes, encore que le cadrage les limite, mais également certaines expressions. Et ça fait partie de la communication. Je ne dis pas que c'est 93% de la communication, comme on le dit trop souvent abusivement, mais ça contribue à établir un climat de proximité et de confiance. Le mot proximité veut bien dire ce qu'il veut dans ce cas-là, ce qu'il veut dire dans ce cas-là. Alors il me semble que deux idées opposées nous limitent dans cette question-là. Tout d'abord, il y a ceux qui pensent d'emblée que sans contact, rien n'est possible. Eh bien, je crois que si. Je crois que tout un champ est possible, existe déjà d'ailleurs, mais va se développer peut-être du fait de cette expérience commune obligatoire et involontaire qui est celle du confinement. C'est-à-dire que chaque fois que des informations peuvent être assez calibrées, que la technologie le permet et que l'on peut préparer ça assez simplement et suivre ça assez simplement, et là il y a des outils pour le faire, eh bien les réunions à distance, tout comme les réunions face à face ou dans une même pièce, pourront se tenir avec profit. Et personnellement, j'apprécie au fond de pouvoir donner des cours sans avoir à passer la demi-heure, aller puis retour, aller chercher ma voiture au parking, à payer 10 € pour cela. Et je pense qu'il y a des économies et des économies de temps qui sont appréciables. Je crois donc que certains activistes, je pense à Nico Hirt par exemple, ont tout à fait raison de penser que nous allons vers une marchandisation de l'enseignement et puis vers une transformation de nos habitudes de réunion qui sont peut-être des pertes de temps aujourd'hui. Notez bien que je l'ai dit, ça n'est pas parce que nous sommes à distance que nous n'allons pas perdre certains moments, si certaines réunions, même à distance, si elles ne sont pas correctement préparées. Mais enfin, il y a de belles opportunités de gains et d'économies. Je crois que tout entrepreneur, tout dirigeant, et plus particulièrement ceux qui sont dans le domaine du consulting, etc., et de l'enseignement, seront attentifs à cela. La deuxième idée limitante, c'est de croire
que désormais tout va pouvoir se faire à distance et qu'ainsi nous allons pouvoir sous-traiter à une armée d'indépendants, que nous allons pouvoir tout faire beaucoup plus vite et beaucoup mieux à distance. 40 ans de télétravail potentiel nous ont montré que ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, alors que nous avons désormais les technologies, et il y a des facteurs limitants, comme ceux que j'ai cités, et il y en a certainement beaucoup d'autres. Donc, en conclusion, de la même manière que tout public a besoin d'une parole, et ça c'est une paraphrase biblique, je crois que toute parole, ou en tout cas certaines paroles, ont besoin de leur public. Et si vous pensez comme moi que dans certains cas on peut faire de gros progrès de productivité grâce à l'expérience de téléparole, notamment en management et en entreprise, ou même dans la vie privée, ou si vous pensez également comme moi eh bien, qu'il y a des choses irremplaçables dans le contact direct, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à revenir sur cette chaîne, et vous connaissez le système, en vous signant sur YouTube, à venir vous abonner ou bien faire un pouce. Mon prochain sujet sera un retour sur le thème des affordances, et je vais vous présenter ce chercheur, cet original dont je vous ai déjà parler sans vous définir qui c'est la prochaine fois. À bientôt.